Moi, alors, évidemment, comme j'étais enfant lorsque ma grand-mère ou mon grand-père, ma mère, enfin toute ma famille était chez Jimmy Martin, au tout début, moi j'avais la sensation, enfin, ce que ça me renvoyait à l'époque, c'était un travail, la fierté d'un travail bien fait. Être chez JB Martin, effectivement, c'était difficile, mais il y avait aussi la satisfaction de sortir quelque chose qui était valorisant pour eux et qui leur renvoyait effectivement une image de ce travail de qualité, voilà. Et puis JB Martin, c'était une marque, donc ils avaient une fierté à tout ça. Euh, et ça, moi, je le voyais aussi bien à travers mes grands-parents que mes parents, dans la mesure, quand je vois mon grand-père, tous ces modèles là, qu'ont dû lui passer entre les mains, en plus avec une certaine modestie, je veux dire, on n'était pas à l'époque... moi, rien ne m'est renvoyé. Voilà, on n'est pas dans la frime, machin. Bah voilà, on fait des chaussures, on les fait bien, et puis on essaye de. Voilà. Donc très vite, ce qui s'est passé, c'est l'avènement de cette productivité là, qui a fait que plus on produit, plus on va vite, moins on prend de temps de se pencher sur l'ouvrage. Bon, en même temps, quand je dis ça, je pense à plein d'autres espaces ouvriers. C'est que l'ouvrier, il était fier d'être ouvrier parce que d'abord, il faisait un travail qui était valorisant pour lui et valorisé socialement. Donc à partir du moment où tout ça, ça s'accélère, d'abord c'est douloureux. Enfin moi, l'histoire de l'acto, tout ça, voilà, je suis môme pourtant, mais acto, c'est un terme qui résonne dans mes oreilles, quoi. Je sais à quoi ça correspond. Après, j'en ferai l'analyse, mais voilà, à l'époque, je comprends que tout d'un coup, ça met mal à l'aise quand même pas mal de gens, ça les met à mal, c'est douloureux, parce qu'il faut produire, et que plus on produit, moins on en voit effectivement, on n'est plus qu'un élément d'un dispositif, et qu'au bout du compte, J.B. Martin, c'est plus comme avant, quoi. C'est quelque chose dans lequel ils peuvent pas se reconnaître forcément, et qui en tout cas va amenuiser cette notion de fierté. Donc là, je fais un peu des raccourcis, mais je pense que c'est un peu ce qu'on va rencontrer partout dans la classe ouvrière. Enfin, je veux dire, il y avait une espèce d'humilité à faire ce travail, parce que savoir que le résultat allait être à la hauteur, c'était quelque chose de satisfaisant. Ça ne voulait pas dire qu'il fallait tout accepter. Et puis, moi, dans ma famille, ils étaient syndicalistes, donc on pouvait très bien avoir cette humilité ou ce respect du travail, tout en revendiquant tout un tas de choses sur le plan social, et ça, ils l'ont toujours fait. Euh, le fait de cette accélération-là, ça a aussi transformé l'entreprise en une espèce voilà, d'espace où plus on avançait, plus les éléments ouvriers qui la composaient étaient relativement individualisés aussi. C'est-à-dire que il y avait la concurrence avec les autres, parce que dès lors que tu es soumis à une productivité, l'autre à côté, est-ce qui produit plus, est-ce qui produit moins. Donc, ce qui pouvait être un espace de solidarité, il se dissout dans tout ça, quoi. Et puis, voilà, donc... moi à partir de ce moment-là, puis en même temps je grandis, donc je prends aussi de la maturité, mais aussi de la distance, je vois aussi un espace douloureux qui est en train de se faire, où il y a une verbalisation nécessaire, alors qui souvent se fait dans les repas de famille, quoi. Donc les repas de famille, ça peut même des fois en devenir assez pénible, parce que on ne parle que de Martin, quoi. Et donc, comme autour de la table, il y a à peu près les 2 tiers des personnes qui sont là, qui sont de chez Martin, donc on ne parle que de ça.
Et ça va même aussi parfois créer des tensions, parce que voilà, là-dedans, il y a ceux qui vont être plus ambitieux que les autres, ou qui vont devenir effectivement contremaître, par exemple. Et ça, le contremaître, ça va être l'interface de tout ce dispositif. Parce que même si encore en haut, ben, des gens comme J.B. Martin, tout ça, on est encore dans une forme de patronat, on va dire, humaniste, hein, et qu'on retrouve effectivement dans ce que je disais sur les photos. Là, voilà, il y a du lien social, il y a des rapprochements à l'occasion des festivités, mais aussi dans le quotidien. Je veux dire, si on croise J.B. Martin dans la rue, on s'arrête, on se salue, on demande les uns et les autres réciproquement demandent des nouvelles des enfants, voilà. Donc c'est vraiment, moi, c'est un temps qui me paraît complètement terminé et qui petit à petit a pris la voie à travers cette individualité là, effectivement, d'une valorisation qui n'était plus collective, mais qui était de plus en plus individuelle, jusqu'à effectivement faire que certains ont été, souvent, parfois à leur insu, pas toujours, mais vont devenir les acteurs de la mise en place, de l'éclatement de tout ça. Hein, donc on voit bien J.G. Martin avec les délocalisations, mais on peut voir dans d'autres... voilà, avec le fait que l'ouvrier devient de plus en plus un opérateur, quoi. Voilà. Le terme d'ouvrier, pour moi, c'est quelque chose qui est chaleureux, qui est dans la solidarité, dans l'échange, voilà. Et l'opérateur, c'est un espèce d'individu qui est posé là et qui doit effectivement satisfaire un certain nombre de demandes de l'appareil. Et puis s'il ne satisfait pas, on va s'en débarrasser. Donc ça, c'est effectivement, à mon avis, je pense que ça, c'est quelque chose qui s'est répandu dans toutes les formes d'entreprise, partout où il y avait, voilà, où il n'y a plus du tout, on a déshumanisé tout ça. Et il n'en reste effectivement que des effets de pouvoir, où, je veux dire, ça c'est des choses c'est marrant parce que le cinéma, souvent, il a attiré l'attention là-dessus, que ce soit... moi, je me souviens quand je vois Rosetta des Frères Dardenne, c'est horrible ce truc-là. C'est la signature de la fin de cette solidarité, quoi. C'est la chasse au boulot à celui qui va l'avoir, et puis on est prêt à... Voilà. Mais bon, Ken Loach, c'est pareil. Et je pense que ces gens-là sont beaucoup plus dans la vérité de ce qu'est le travail à l'heure actuelle, que tous les grands analystes là, qui ont essayé de mettre ça dans des espèces de dispositifs un peu arrangés, avec une idée où l'individualisme, c'en est pas, c'est de la responsabilisation. Voilà, donc l'individu, il est devenu responsable, il est devenu autonome, et en fin de compte, on le voit bien avec l'ubérisation de nos sociétés, qu'en fin de compte, c'est un leurre total, quoi. C'est un leurre total. Et qu'aujourd'hui, pour en revenir à la localisation J.B. Martin, justement, quand je dis la localisation autour de Fougères, mais justement, ça a disparu, qu'il n'y a plus rien, et les quelques acteurs qui restent, ils travaillent justement à terminer à cette disparition totale du dispositif qui est cantonné ailleurs géographiquement, mais en tout cas qui ne permet plus de... Donc ce dispositif, alors, moi, je parle de ça en même temps, des fois je me dis, moi j'ai rompu avec Fougères, enfin, quand je dis j'ai rompu géographiquement, mais comme beaucoup d'ailleurs, tout d'un coup on partait aux études. Voilà. Donc ça, c'était une espèce de cassure, d'abord parce qu'avec les gens de notre entourage, souvent c'était aussi des représentations, toi. Tu vas aux études, donc tu vas devenir un bourgeois, un patron, tout ça. Ce qui en même temps était vrai pour beaucoup, mais ceux qui restaient n'étaient pas épargnés sur ce plan-là. Il y en a plein qui sont devenus des petits notables et puis qui ont aussi... voilà. Sauf que
moi, quand je pars, l'idée, c'est effectivement de revenir, quoi. Enfin, de revenir avec la compétence que j'aurais acquise, ou voilà. Et puis aussi, d'une certaine manière, de continuer la filiation. Voilà. Moi, je me suis toujours senti euh, construit autour de cette identité ouvrière, encore aujourd'hui. Euh, et j'ai vécu à ma façon, en fait, toute cette destruction du dispositif qui était spécifique là au monde ouvrier, mais par l'avènement de la précarité. Moi, quand je débarque en fac, je suis confronté aussi à des gens qui sont dans cette précarité. Donc je pense à quelqu'un voilà, à l'époque qui va aussi compter un peu dans ma formation. C'est un mec comme le Tacon, là, tout ce qui concerne l'audiovisuel, enfin toutes ces choses-là. Et qui me raconte un peu que lui, voilà, il est dans ce dispositif et que voilà, il a aucune sécurité, voilà, par rapport à la fac et tout. Donc moi, à l'époque, ça, ça, alors, en même temps, ça me révolte parce que je me dis c'est pas possible, sans savoir que moi je vais m'y retrouver là-dedans. Donc moi, je continue mes études de psycho et puis voilà. Sauf que dès le départ, je vais être plongé aussi dans cette précarité. Sauf que, alors des fois je disais en blaguant, maintenant je trouve que ça prend de plus en plus de signification. Je dis j'étais un prolo de la psychologie. Mais c'était ça, j'ai toujours travaillé que sur des contrats, des CDD, j'en ai eu des centaines. J'ai été confronté aussi à cet avènement du petit chef, de tous ces gens qui étaient dans une espèce d'imposture, de ces coquilles vides, là. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Hein. On crée que des gens qui sont là pour se créer une espèce d'image, mais c'est que de l'image, qu'on est dans un espace de virtualité. Et que derrière, voilà, il y a des gens, des individus qui en souffrent de ça et qui souffrent effectivement de la façon dont ces gens-là les traitent, tout simplement pour que eux acquièrent une espèce de statut de pouvoir, quoi. Donc moi, je vais me retrouver un petit peu dans ce dispositif-là, et en même temps, je vais me retrouver aussi à accompagner justement des gens qui sont assez proches de ce que je dis en général, je résume, ceux qui sont de ma famille, quoi. Donc des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être confrontés à un psycho, mais que je vais croiser sur des instants de maternelle, enfin en gros souvent des gens qui n'intéressent pas les autres, voilà, mais qui dans leur pratique ont besoin à la fois d'être entendus parce qu'ils sont eux-mêmes en souffrance, parce que eux-mêmes aussi sont en précarité très souvent, et donc je vais faire un parallèle, je vais tardivement faire un parallèle avec ça, avec toute cette dimension du monde ouvrier où j'aurais pu rester aussi, j'aurais pu et d'ailleurs pour reprendre l'image de la voiture et de la Dauphine là, ma mère c'était un peu aussi ça, c'était aller en fac alors que tu aurais peut-être pu trouver un boulot ici, quoi, voilà. Alors peut-être un peu mieux que ouvrier chez Martin, mais voilà, facteur ou fonctionnaire, enfin un truc. Et mon père, c'était au contraire, il dit non, faut voilà. Mais toujours avec cette idée que, et c'est vrai que là on est vraiment dans une espèce en voie de disparition, c'est cette idée que quel que soit ton champ de compétences, quel que soit le niveau auquel tu peux l'exercer, eh bien, tu restes dans cet espace de solidarité, de lien social ou autre. Moi, mon père, il avait fait, comme beaucoup à l'époque, des études
via les histoires des curés, donc les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ben voilà, ils allaient. Alors je sais pas si on pouvait appeler ça le petit séminaire. Enfin, des fois ça, voilà. Mais une grande majorité arrivait à la fin de leurs études, voilà, ils retrouvaient la vie. Et ils n'allaient pas au bout du. Mais ça leur avait permis effectivement de se former ou d'avoir acquis une compétence, voilà. Mais l'idée, ça a été toujours que cette compétence-là, elle n'avait d'intérêt que ça ait été mise au service des autres, quoi. Enfin, de ceux qui vraiment en avaient besoin. Et ça, c'est évident que dans le syndicalisme, c'est ça qu'il a exprimé, mais auquel aussi, moi, j'ai été confronté toute ma jeunesse. Enfin, bon, donc l'histoire de la guitare, ça a été un peu ça, mais j'ai pris que récemment aussi conscience de l'importance que ça avait pu avoir dans cette nécessité justement de préserver cet espace de solidarité, de proximité et d'humilité, quoi. Donc l'histoire de la guitare, c'est... Donc mon père, lui, il a toujours eu, comme je disais, puisqu'il avait fait des études, mais faire des études en même temps, c'était... Moi, je connaissais plein de syndicalistes de ses copains qui n'avaient pas été longtemps à l'école, qui n'avaient pas fait d'études, comme on dit, mais qui étaient des intellectuels, d'une certaine manière, parce que c'est le syndicalisme qui les avait formés. Donc c'est des gars qui s'étaient mis à lire, qui s'étaient mis à... Voilà, et que à une époque, si on prenait les prud'hommes, par exemple, c'est des gars qui, sans avoir été à l'école, qui pouvaient tenir la dragée haute au niveau juridique avec d'autres qui étaient formés. Voilà. Donc c'était un peu cette ambiance-là, quoi. Voilà. Donc, et là-dedans, il fallait être progressiste. Donc il fallait, voilà, la classe ouvrière, elle n'était pas faite pour être esclave et pour. Donc, mais elle pouvait aussi rester dans cet espace de solidarité et progresser, se former. Et d'ailleurs. Il y a un truc qui est peu connu sur Fougères, mais enfin bon, ils vont travailler à un projet justement de formation qui a été assez important à l'époque. Et donc voilà, donc mon père, lui, il se retrouve donc comptable et il va bosser dans la chaussure, mais le hasard faisant, il va se retrouver donc, dans le bâtiment et tout ça. Mais tout en gardant ses convictions. Voilà. Donc, mais ça lui donne un statut social un peu plus facile que s'il était resté... Voilà. Donc moi, je passe mon brevet, donc on est en 68. Donc en plus, c'est vraiment à une époque où les choses bougent. Et donc, voilà, il me dit, ben voilà, ton brevet, voilà. Donc il m'offre une guitare. Donc c'est une petite guitare, voilà, où on jouait à l'époque la musique du film du dimanche soir, là, je ne sais plus comment c'était. Donc voilà, et moi je suis content d'avoir ma guitare, forcément. Et à la maison, il y a toujours beaucoup de gens à passer, donc des copains syndicalistes, mais aussi des gens, des chefs d'entreprise, des choses qui viennent négocier des trucs. Enfin bon, il y a toujours beaucoup de débats, des fois j'entends des échos comme ça. Et d'ailleurs, mon père, il me mettra jamais à distance de ça. La seule chose qu'il me dira, tout ce que tu vois ici, ça reste ici. Et d'ailleurs, c'est aussi un truc que je vais investir complètement sur le plan professionnel, cette histoire de la confidentialité. Et il se trouve que parmi tous ces gens qui viennent à la maison, un soir, il a invité un ami à lui qui est lui aussi syndicaliste, qui travaille dans le bâtiment, qui est maçon, mais bon, effectivement, qui a une très grande famille, qui a des soucis sur le plan économique ou autre. Donc, et moi, forcément, donc j'ai 13 ans, voilà, je suis fier de vouloir montrer ma guitare. Et lui, il va me dire, non, non, cette guitare-là, tu la remontes dans ta chambre. Non, non. Et bon, donc je sais plus si c'est moi qui la remonte ou si c'est lui. Enfin bref, je crois que je vais faire une deuxième tentative pour la... Et donc il me dit, non, non, c'est hors de question que tu... Voilà... machin là qui va venir, et lui il n'a pas les moyens
d'offrir une guitare à ses enfants, et c'est hors de question que on lui mette ça comme ça sous le nez, parce que ce serait inadmissible de créer une espèce de tentation comme ça, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que tu ramasses, et puis voilà. Donc forcément que sur le coup, j'étais pas particulièrement content de ça, parce que moi j'étais fier d'avoir cette guitare-là. Et c'est longtemps, et en même temps, maintenant je peux dire que c'est un événement qui a été beaucoup plus fondateur que je ne l'ai, en tout cas que je pouvais le penser, parce que ça a déterminé énormément de choses sur à la fois mon fonctionnement, même sur le plan de mes compétences professionnelles. Je me suis aperçu rétrospectivement que j'étais toujours resté un peu dans cette idée dans cette forme d'humilité du truc, quoi, de ne pas d'être à l'œuvre, mais sans valoriser ou mettre en avant et même encore aujourd'hui, j'ai énormément de mal avec les gens qui sont toujours en train de faire de la gonflette, là, à avoir des cartes de visite qui sont où leurs titres sont plus longs que leurs noms, où il y a une espèce de... Et j'en ai rencontré forcément beaucoup de ces gens-là. J'en vois encore. Et à chaque fois, c'est vraiment quelque chose qui me travaille là au plus profond de moi-même, parce que, voilà. Et parce que aussi, je me dis que c'est tellement ça, pour revenir au point de départ. C'est que aujourd'hui, on est dans une espèce de virtualité où tout est apparence, quoi. Aussi bien les individus que les systèmes, que voilà, qu'on prenne la mondialisation ou quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'est capable concrètement voilà, l'entreprise c'est quoi, le monde ouvrier c'est quoi, on essaye constamment de créer des espèces d'illusions comme ça, d'imposture, hein. J'aime bien ce terme-là parce qu'il y avait un bouquin de Roland Gori là-dessus, sur les imposteurs, mais je trouve qu'on est vraiment dans ce système-là. Et que on est plus tous soucieux justement de travailler à construire des apparences, et derrière, il n'y a rien. Et moi l'enseignement de cette histoire-là, c'est que les apparences, on s'en fout complètement. Par contre, effectivement, il y a du travail à faire, il y a des choses à partager, il y a des gens avec lesquels on doit être solidaire, et que ça n'a pas besoin du tout d'être exposé. Et que la classe ouvrière, on nous a fait croire qu'elle était disparue, alors qu'elle n'a jamais été aussi présente, même si si elle est toujours aussi, si elle est douloureuse et si elle est contrainte ou autre, mais elle existe. Sauf qu'elle existe d'une manière très structurée, très éclatée, où peut-être que justement ceux qui la composent, et quel que soit, moi là je ne mets pas forcément dans la classe, j'ai envie de mettre dans la... Sans doute que le terme est complètement inadapté. Mais ça touche... parce que moi, quand je parlais de ma précarité, enfin, il y a eu quelques travaux de fait là-dessus. Les intellos précaires, il n'y en a jamais eu autant. Hein, que ce soit dans le monde du spectacle, de l'audiovisuel, mais voilà, il n'y a jamais eu autant de gens qui sont... donc ça n'a rien à voir avec une espèce de hiérarchie de compétences ou autre. C'est une histoire sociale qui fait que... aujourd'hui, les gens sont plus prompts à s'opposer, à même se reprocher mutuellement de manière transversale là, des choses, alors que la nécessité, c'est de recréer effectivement une solidarité véritable. Moi, tout ce que je pense ou que je vis aujourd'hui quand je parle d'identité ouvrière, c'est quelque chose qui concerne mon quotidien. C'est ni quelque chose de passéiste. C'est pour ça que des fois, effectivement, j'avais des positions un peu
Voilà, moi, ça m'intéresse pas de créer le musée du passé. Ce qui est intéressant, c'est de créer justement une espèce de dynamique de cette contemporanéité, oh là là, du monde ouvrier qui n'a jamais cessé d'être, mais qu'on essaye de nous faire croire comme ayant disparu. Alors, elle a peut-être disparu géographiquement, parce qu'effectivement, délocalisation, bon, on se dit voilà, une usine ferme. Voilà, et puis ces usines qui ferment se transforment en lieux éphémères, se transforment en... Il y avait quand même d'un côté les cathos de gauche, et de l'autre côté, même si tout le monde se réclamait de la chrétienté, c'était deux parties quand même qui étaient bien distinctes. Moi, quand tu parles l'exemple de Nazar, c'est un peu ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est plutôt ce patronat qui était resté humaniste et qui se préoccupait de l'ouvrier en tant qu'être humain. Et ça, moi, à mon avis, c'est quelque chose qui a disparu aussi ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme, une mère célibataire avec deux gosses, on va la mettre dehors et on s'en fout. Parce que justement ça dont je parle, c'est-à-dire que, pour ne pas les citer, le groupe Lactalis, où il ne s'agit plus de patrons de droite, de gauche, il s'agit du néolibéralisme débridé, est venu à bout de l'entreprise Nazar et de sa direction. C'est-à-dire que la direction Nazar, elle aurait pu faire tout ce qu'elle voulait en faveur de son personnel. Elle était destinée à être effacée. Mm. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, le point que je voulais aborder avec toi, c'est parce que ça m'intéresse, c'est-à-dire, c'est une question que j'ai souvent posée. En fait, le monde ouvrier aujourd'hui, où on le trouve? Et en fait, pour moi, il y a une question d'invisibilité, c'est-à-dire que le monde ouvrier était visible, on le voyait à l'entrée des hauts fourneaux, on le voyait, enfin tu vois, dans la sidérurgie, on voyait, c'était visible, on voyait les bicyclettes garées à l'entrée des usines. Aujourd'hui, il est où? Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, ce problème de visibilité? Alors, je sais pas, il y en a certains qui disent que le mouvement des Gilets jaunes, voilà, parce que moi j'ai du mal toujours avec les Gilets jaunes, parce que ça y est, on sait qu'il y a des gens qui sont en désaccord, mais va falloir construire quelque chose. Ça peut pas durer comme ça. Euh, donc c'est vrai, et même moi quand je parlais de précarité, c'est vrai qu'à une époque je rêvais, je me disais, mais il y a tellement de précaires, pourquoi tous ces précaires-là ne se fédèrent pas, toi? Puisque les institutions, les syndicats, la précarité, mais ils ont botté en touche, et ce qui continue pas d'ailleurs certains, parce qu'ils étaient dans des structures tellement conventionnelles par rapport à ce que devait être le monde du travail, que tous ces trucs-là, ils l'ont pas vu venir, ils l'ont pas anticipé, et ben quand ça a été là, savaient pas quoi en foutre. Et qu'aujourd'hui, ils sont même dans l'incapacité de défendre un certain nombre de dispositifs. Donc je crois, moi, qu'aujourd'hui, voilà, ce qui fait un groupe ou une classe, c'est même pas forcément sa visibilité. Parce que moi, je me suis toujours senti d'une identité ouvrière, alors que je ne l'ai pas fréquentée en termes de proximité. Et d'ailleurs, tout le monde te dit, ah ben non, pas lui, tu peux être ouvrier que si t'es au pied de la machine. Mais il y en a plein qui étaient au pied de la machine, qui n'avaient aucune identité ouvrière, qui étaient, tu vois, ou qui ne rêvaient que d'une chose, c'était de la... Donc cette visibilité, je crois qu'elle est multiple, elle n'est pas forcément dans l'histoire du rassemblement, parce qu'il y en a des rassemblements, et un truc comme Fougères, il y a plein de petits rassemblements. Mais moi, ce que je trouve invivable, c'est que tout d'un coup, il n'y a pas de pont entre un groupe avec un autre. C'est que les bobos sont entre eux. Et regarde même ceux qui sont issus de cette classe ouvrière à Fougères, il y a des tensions qui sont encore énormes. Et Nelly en parlait de ça, toi, des gens, les anciens de chez Réau, qui reprochent à machin de chez Barbier, au truc, ah oui, mais vous... Et toi, et c'est quelque chose qui est toujours... Donc Fougères, en tout cas, il y a un truc qui est évident. Ils n'ont jamais
ils n'ont jamais fait circuler une parole autour de ça. Et peut-être que la circulation de ces paroles, elle est toute récente. Quand il y a eu la première exposition là, qu'on avait fait autour de la cristallerie, tout d'un coup, il y a des gens qui sont sortis du bois, là, tu vois. Et puis, ils ont commencé à venir voir, et puis ils venaient voir, et puis après, il y a eu Fougère l'ouvrière, et tout ça. Et là, ça a été effectivement un espace où, tout d'un coup, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui était à l'œuvre. Voilà. Mais bon, à mon avis, aujourd'hui, c'est retombé, voilà, et que... Parce que il y a rien qui entretient ça. Et que la création, à mon avis, d'une classe, eh ben, ça va être peut-être... c'est l'idée de l'appartenance à un groupe, même dans sa complexité, parce que s'il est trop spécifique, ce sera du communautarisme. Et moi, je reviens à mes histoires de fêtes, là, de quartier ou autres. C'est quelque chose qui structurait en permanence les choses. Et que même s'il y avait effectivement un fil directeur qui était fallait construire le char pour la fête des lutins, ou fallait préparer la fête Dieu ou autre, eh bien, les gens, ils s'y collaient, et en s'y collant, ils rentraient en relation avec d'autres gens avec qui ils n'auraient peut-être jamais, d'ailleurs, communiqué. Moi, je te dis, j'avais un voisin là, que j'aimais bien, qui était un vieux coco, mais tout ça. Si jamais il n'avait pas été invité pour préparer la fête Dieu, mais il en aurait voulu à tout le monde. Donc, c'était au-delà de trucs, effectivement, t'es catho, t'es pas catho, t'es coco, tout ça. C'était la participation à un espace qui créait justement une culture. Voilà. Une culture, et qui pouvait se vivre à différents niveaux. Moi, ce que je trouve, et je vais revenir au cinéma, il y a très peu aujourd'hui, à part des gens comme Ken Loach ou Dardenne ou d'autres, qui parlent de cet espace, de ce monde ouvrier. Donc, alors que si on prend la grande époque du Front populaire, mais c'était dans les poèmes de Prévert, c'était dans les films de Carnet, il y avait dans les chansons, il y avait un truc, toi. Je réécoutais dernièrement là, les Mains d'or de Lavilliers. Est-ce qu'il y a une chanson là, à l'heure actuelle là, qui parle de ça ou qui toi? Donc on est plus dans une espèce de culture très égocentrée, voilà, sur des... Voilà, donc moi je pense que la notion de... La visibilité n'est pas suffisante parce qu'elle est souvent exclusivement quantitative. Donc voilà, donc elle est justement dans cette... C'est pour ça, moi, quand je disais sur Fougère, les musées, les machins, tout ça, ça changera rien. Mais par contre, ce qui peut faire peur effectivement au pouvoir, entre guillemets, c'est de créer une actualité de tout ça. Et de faire justement que les gens, ils parlent de leur vie, non pas de celle qui est passée, mais de leur vie actuelle. Voilà, moi, en 2019, en 2020, là, ben, qu'est-ce que ça veut dire d'être ouvrier? Alors évidemment, c'est pas comme dans le temps, c'est pas forcément au pied de la machine, mais eh ben, le gars qui est précaire, qui enchaîne les contrats et tout ça, on va le trouver à tous les niveaux du monde du travail. Et moi, je pense que c'est ça la nouvelle classe ouvrière. C'est que tout d'un coup, il y a des gens à qui on ne donne pas la possibilité de se structurer ou de construire quelque chose qui va pouvoir créer une culture commune. Moi, je me rappelle d'un prof donc, qui disait « l'aventure, c'est le fascisme ». Eh ben, moi, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'on donne à des gens, dans le temps, un ouvrier, même modestement, même humblement, il avait un projet, il allait acheter un truc, il allait, toi, voilà. Et des fois, la petite maison, elle était achetée, ils avaient 50 ans ou 55 ans. Bon. Mais, voilà. Il arrivait à ce truc-là. Aujourd'hui, eh bien, les gens sont dans une espèce de posture, là, où ils peuvent pas se projeter. C'est terrible, ça, de donner à des gens cette incapacité à pouvoir progresser, à pouvoir avancer. Donc, ils sont prisonniers de gérer l'immédiateté du quotidien. Ben, faut bouffer, faut se loger, faut ceci. Mais point final. Donc, c'est sûr que quand tu es dans un espace comme ça, tu construis pas quelque chose de l'ordre de la culture. Tu es dans un espace de souffrance, de difficulté, et il n'y a rien qui te permette d'évacuer ça. C'est pour ça que quand il y a eu les trucs à Fougères, là, et moi c'est ça qui m'avait énervé, c'est pour ça que j'avais un peu secoué Faucheux et toute la clique, là,
Parce que je me disais qu'eux, ils étaient dans la capacité de faire ça. Et qu'il y avait moyen effectivement, de recréer des dispositifs, des choses. Bon. Bilan, il y a eu une espèce d'euphorie là, qui a duré quelques mois, quelques années. Et puis aujourd'hui, ben, on voit bien que... Voilà, mais je pense que cet empêchement, il n'est pas spécifique à Fougères, hein, même s'il y a toutes ces spécificités en termes comme tu disais, là, de culture chrétienne ou autre, mais c'est que tout le monde se retrouve dans un espace à la recherche de quelque chose, enfin, ou se raccrocher aux branches, quoi. Mais forcément que dans ces cas-là, eh bien, ils vont aller se raccrocher aux pires branches qu'il va y avoir, quoi, aux branches les plus pourries, les plus cassées, qui ne va pas leur permettre de ça. Donc c'est un long travail, ça, voilà. Et moi, j'avais l'impression, en même temps, j'ai l'impression que c'est facile. C'est facile. Mais ça nécessite un certain nombre de conditions. Moi j'accompagnais des groupes ou autres. Et quand tu es avec un groupe sur plusieurs jours, même des fois sur plusieurs semaines, c'est facile de tout d'un coup, alors que tu sais très bien que ça, c'est pas pérenne, et puis mais de créer tout d'un coup une culture, même sur un temps donné, même sur un temps très court, que tout d'un coup des gens soient en solidarité, soient en lien social. Ça, c'est possible. Mais il faut pouvoir le faire, et le faire avec une certaine tolérance, parce qu'effectivement, si tu commences par sélectionner les gens, toi, t'es plus digne d'être ouvrier que l'autre. Non. Je veux dire, il y a plein de gens qui souffrent du même chose tout en étant à des niveaux très, très différents. Et moi, je me posais la question là, dernièrement, là, je me disais en fin de compte, pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils pourraient aussi choisir de se révolter. Et je pense que... Parce que je faisais le lien, enfin là, tant pis, je sais pas si... Mais avec le phénomène aux États-Unis, où on sait bien que les États-Unis, c'est le temple du libéralisme, du néolibéralisme, dans toute son horreur. Et on voit bien, depuis quelques années, c'est encore pire. Mais ce phénomène des tueries de masse, là, qui se termine toujours par le suicide aussi, mais voilà, qui décide tout d'un coup Et moi, et tout ça, c'est de l'ordre d'une souffrance terrible et d'une souffrance sociale qui a été générée par ces sociétés néolibérales. Et qu'aujourd'hui, là, on a tellement individualisé les choses, on a tellement privatisé l'individu, qu'en fin de compte, il n'a plus qu'une solution pour s'en sortir, c'est de s'en prendre à lui-même, quoi. Cette fausse autonomie-là. Et quand il s'en prend à lui-même, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide. Et quand on voit tous les textes qui sont restés à la suite des suicides qu'il y a eu, notamment là, dernièrement, et tout ça, quand tu lis le texte, ça recoupe tout ça. Et Fougères, je pense que, sans aller jusque-là, je pense qu'il y a un état douloureux qui n'a jamais été géré. Et qui est toujours omniprésent. Hein. S'il faudrait faire une analyse sociologique plus pointue, mais il y a plein de signes qui sont là. Il y a de la violence, il y a de l'alcoolisme, il y a des histoires de... Voilà, il y a peut-être la montée du FN. Il y a tout ça qui fait que, effectivement, tu te dis, ben merde, Fougères, c'était quand même une ville, voilà, et puis qui a été... en 68, les Fougerais, ils étaient... À chaque fois qu'il y a eu des gros trucs, les grèves de 32, ça a été des trucs, une résistance, ils s'y sont pris... et 68 à Fougères, mais il y avait plus de CRS peut-être qu'à Rennes, c'était des trucs... et là, il y avait encore cet espace-là. Et effectivement, et ça s'est délité petit à petit ensuite, et puis voilà, chacun est rentré dans cet isolement-là, mais qui est un isolement, à mon avis, qui a été organisé. Enfin, voilà, c'est toujours mieux d'avoir des individus, mais des individus les uns à côté des autres, ça fait pas, ça fait une somme d'individus, mais ça crée pas. Ce qui crée une culture et une société, une identité, c'est le lien que ces individus vont créer entre eux. Moi, ce que je disais, enfin que je dis encore, c'est que
les conditions de travail ne sont pas forcément pires qu'elles étaient, parce qu'il y a des situations, des époques où vraiment, voilà. Sauf que, alors je dis pas que ça nécessite pas des améliorations, mais le fait de recevoir collectivement une difficulté, quelle qu'elle soit, et donc dans un espace comme l'usine ou autre, le recevoir collectivement, ça minimise l'impact. Alors qu'aujourd'hui, la même difficulté, elle va faire pression sur un individu ou sur deux individus. Et forcément que si cet individu-là a une fragilité ou a une difficulté particulière, ça va lui être beaucoup plus dommageable. Alors que l'idée, enfin, c'est toujours ce que je disais, si vous vous mettez un tas de pierres au milieu d'une pièce, puis que vous demandez à une seule personne de se taper le truc, ou si vous vous y mettez à tous, ben vous allez le transporter plus facilement à 10 que... Voilà. Et ça paraît banal comme ça, mais tout repose sur cette idée-là. Et qu'effectivement, quand tu dis que ça courait et tout ça, mais ils couraient tous en sachant que, en partageant la même objectif, ou la même exigence, ou la même contrainte. Il fallait absolument rentrer à la maison pour préparer à bouffer et revenir à 13h30 au moment où la sirène. Donc ça, c'est aménageable. Voilà, c'est pas, je suis pas du tout nostalgique de ça. Sauf que dans l'analyse psychologique qu'on peut en faire, c'est que ça, tout le monde savait de quoi il parlait dans ce truc-là et pouvait le partager. Donc, sur le reste, c'est pareil. Donc, tu prends n'importe quel dispositif ouvrier ou de travail, c'est évident que... Et quand je parlais de culture, elle est là, quoi. Et que moi, je connais aussi assez bien le milieu de l'hôpital, c'est la même chose. Et à l'hôpital, tu as les mêmes dispositifs de burn-out, même de suicide ou autre. Et que je pense que c'est lié aussi parce qu'il n'y a plus la solidarité. Tu vois, si tu prends dans un EHPAD les toilettes, à une époque, eh ben, s'il y en a qui prenaient un peu plus de temps avec certains pensionnaires ou certains patients, eh bien, et les autres qui finissaient plus tôt venaient lui donner un coup de main. Aujourd'hui, c'est quasiment inexistant, ça. Donc celui qui prend du retard, non seulement il va pas être aidé par ses collègues, mais ses collègues vont lui tomber dessus en disant bah, tu nous emmerdes, là, tu nous retardes, tu vois, il y a la pause, il y a ceci, il y a cela. Donc ça, c'est du concret, c'est du visible, et c'est autant de symptômes qui sont là qui détruisent justement cette idée de lien social. Si les gens retrouvaient cette capacité à être solidaires, ils s'apercevraient que la difficulté qui est en face, elle restera la même, mais elle va être divisée par 10, quoi. Et que moi, je crois que c'est ça qu'il faut réapprendre. S'il y a un accompagnement à faire, c'est ça. C'est restructurer et puis redonner aux gens des billes tu vois, pour non pas s'opposer à l'autre, mais au contraire pour être solidaire. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça va demander effectivement... parce qu'il y a tellement de choses qui se sont installées, tu vois, alors mais moi, des fois, c'est ce que je conteste dans les Gilets jaunes, c'est que tu as un discours qui est un peu au ras des pâquerettes, là, les bons, les méchants, les patrons, c'est plus compliqué que ça. Tu as des ouvriers qui ne sont pas des gens qui vont construire de l'identité ouvrière et des patrons qui sont en capacité de le faire. Donc c'est ou des médecins ou des toits qui sont... Voilà, c'est effectivement, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps parce que ces trucs-là, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Les premiers symptômes, il y a depuis longtemps qu'on les... Alors, peut-être qu'effectivement, quand tu as traversé, professionnellement parlant, des situations comme ça, t'es plus attentif ou t'as construit aussi des analyses autour de ça. Mais voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... moi, voilà, je suis partagé entre ces deux extrêmes qui, d'un côté, c'est de dire, effectivement, c'est peut-être plus facile qu'on ne le pense, et d'un autre côté, de me dire, voilà, il y a tellement de choses à brasser que les gens sont pas du tout dans ce dispositif. Alors que c'est jouable. Je sais plus, tu sais, il y a cette petite ville là, dans le sud de l'Espagne là, qui
qui depuis les années 80 fonctionne sur un mode assez autogéré, tout ça. Il n'y a même pas de police, tout le monde a du boulot, le tarif, les salaires horaires sont décidés en collectif, tout ça. Tout le monde a... Donc c'est du concret. Ça. Alors faut peut-être aussi qu'on arrête toutes ces parce qu'aujourd'hui on brasse beaucoup de d'intellectualisme autour de ça. Il y a des choses hyper simples à mettre en place. Donc arrêtons tous ces colloques, tous ces machins qui font des grandes analyses, où on paye très cher de jeunes start-upers là pour parler de la pauvreté ou du truc qu'on leur donne une pelle et une pioche et puis je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire plus rapidement qu'on le pense. Je voudrais qu'on parle de cette image là qui est derrière toi, où on te voit avec une affiche d'un film de Franju. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton lien en fait à Franju, qui est vraiment très fort, et en quoi toi tu crois tu peux y voir un pont avec l'endroit d'où tu viens, quoi. Alors c'est marrant parce que j'ai souvent dit que ce qui m'intéressait dans le cinéma de Franju aussi, c'était de trouver Fougère dans Franju. Enfin, tu vois, certaines... donc forcément qu'il y avait des choses autour de la religion, parce qu'il il a aussi été confronté aux frères des écoles chrétiennes, enfin bon. Mais bon, Franju par rapport à Franju, parce que c'est aussi un peu symptomatique de Fougère, c'est que Franju, c'est le silence total pendant très longtemps. Bon. Comme toi, moi, j'apprends que Franju est de Fougère, alors que je le connais comme cinéaste et tout ça, et que je l'apprécie. Je l'apprends qu'à la fin des années 70, par hasard, puisque à l'époque, à Fougère, on fait de la programmation là, au niveau des salles de ciné de Fougères, et qu'on décide de faire venir Grimaud. Paul Grimaud pour la ressortie du Roi et l'Oiseau. Et donc c'est par ce biais-là, moi à l'époque je suis en fac de psycho, mais à l'époque on peut aller glaner des choses à droite à gauche, donc je me suis inscrit dans un module qui s'appelle Analyse des langues cinématographiques avec Jean-Pierre Berthomé. Et donc c'est lui que je vais voir en disant, voilà, je voudrais faire venir Grimaud, et je sais que lui il a des contacts avec Grimaud. Et c'est comme ça. Tout d'un coup, il me dit, mais vous êtes d'où? Moi, je dis, je suis de Fougères. Oh, il me dit, la patrie de Georges Franju. Et là, je tombe des nues, quoi. Je dis, la patrie de Georges Franju. Je dis, il se trompe. Donc, je me précipite dans les biographies, les machins, tout ça. Et effectivement, je vois Georges Franju, né le 12 avril 1912 à Fougères. Et là, je me dis, mais comment ça se fait qu'on n'en ait jamais parlé de ce mec-là? Donc à partir de ce moment-là, moi, je ne vais avoir de cesse que de me dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc comme nous, on a la possibilité de nos programmations, donc j'appelle Franju, voilà, je lui explique un peu le truc, il me dit, ah oui, ça m'intéresserait de revenir à Fougères, ça peut être sympa et tout, enfin bon. Et puis, maintenant je sais pourquoi, parce que bon, Franju, c'était quand même une personnalité un peu compliquée, en plus, bon, on a su tardivement, mais enfin bon, il avait ses problèmes d'alcool et tout ça. Donc voilà, je vais avoir du mal à le recontacter, tout ça. À chaque fois, ça ne répond pas. Enfin bref. J'apprends aussi que Paul Grimaud, c'est un vieux pote à lui. Même c'est son grand ami. Donc quand Grimaud vient à Fougères, je lui raconte un peu tout ça. Il me dit, oh, je vais voir Georges, je vais lui dire qu'il faut qu'il vienne à Fougères, c'est sympa, tout ça. Bon. Donc, de fil en aiguille, je finirai par recontacter Franju. On est un an avant sa mort. On est en pleine Toussaint, enfin, ambiance Franju. J'appelle et il décroche en me disant écoutez, je suis désolé, ma femme est très malade, j'attends le médecin, donc je peux pas. Et il raccroche. Et c'est lui qui va mourir quelques temps après. Donc, on va réussir quand même à faire une projection des yeux sans visage. Et puis, régulièrement, moi, je parle de Franju, voilà.
je fais des interventions, je ne rate pas une pour aller emmerder Faucheux et tout ça. Et, euh, et puis voilà, et puis rien. En plus, on est coincé puisque Franju, même encore à l'heure actuelle, c'est très difficile d'avoir ces films. Euh, je sais pas, pour des raisons de droit sans doute, ou est-ce qu'il y a un avocat? Puisque même pour le centenaire de sa naissance, même pour l'anniversaire de la Cinémathèque, la Cinémathèque française ne fait aucune projection ni rétrospective, ni rien du tout. La seule rétrospective qui va avoir lieu, c'est à Saint-Sébastien en 2000, je sais plus combien. Mais total, donc je me dis, il y a quand même un truc. Comment se fait-il qu'à Saint-Sébastien, enfin bon. Donc, voilà, donc c'est difficile de parler de Franju à Fougères. Donc, à chaque fois, donc, les yeux sur le visage, donc on ressort ça. Puis bon, avec Jean, on fait nos petits trucs. Alors moi, pendant ce temps-là, j'accumule pas mal de choses, hein, des affiches, des documents, des trucs, toute la bibliographie sur Franju. Et voilà. Et il y a cette histoire de collaboration, alors qui réapparaît il y a quelque temps dans la revue Le Pays. Il y a un mec là, que je connais pas qui écrit un article sur l'anniversaire de la Cinémathèque, et il y a une phrase où il fait allusion à ce truc-là. Donc voilà, à l'époque, je crois bien que j'essaye de le contacter, enfin bon, j'arrive pas. Donc ça en reste là. Je le rencontrerai quelques temps plus tard, où il viendra à une de mes interventions. Mais bon, voilà, dans tout ce que je lis, c'est pas quelque chose qui prend une place phénoménale, ou tout au moins. Et donc c'est à l'occasion de dernièrement là. Alors forcément, je sais que, comme je te l'ai dit, par le biais de Jean, je sais que en arrière-plan, effectivement, la ville de Fougères ne souhaite absolument pas qu'on parle de Franju. C'est le SIAP là, qui tout d'un coup les met devant où ils se sentent obligés tout d'un coup de s'intéresser un peu puisqu'il y aura une niche qui lui sera peut-être consacrée. Euh, donc avec Jean, régulièrement, on se dit allez hop, on refait un petit truc. Donc là, il m'avait dit, il y a l'association de généalogie qui veut faire des trucs sur des Fougerets célèbres, enfin, ou inconnus. Donc c'est comme ça qu'ils prennent donc Bridel, Franju, Guéhenno et puis Juliette Drouet. Et ils vont faire un truc autour de ça, et ils me demandent de faire une intervention. Et donc ce jour-là, je croise donc la personne qui habite dans la maison de Franju actuellement. Donc je vais le saluer, puis on discute et tout. Puis il me dit, oh, de toute façon, en Fougères, c'est encore toujours cette histoire de collabo qui est là, il y en a marre de tout ça et tout. Je dis que, bah, elle me dit oui, bon. Et puis j'ai un cousin qui vient assister au truc, et puis on discute, il me dit, ah bah, l'autre fois j'étais au club, là, et donc lui il était en train de faire des photos autour des thématiques de Franju, il avait choisi ça. Et donc il parle au club de, ah bah, pourquoi vous faites pas une rétrospective? Et le président du club, hors de question de faire un truc pour un collabo, enfin... Donc ça m'est monté, effectivement, la moutarde m'est montée au nez. Donc j'ai repotassé tous les trucs. Et puis j'ai réorienté mon intervention de la semaine d'après, puisque Jean prenait le relais du truc de généalogie pour reprendre les mêmes personnages et faire son expo sur les inconnus de Fougeray, là. Donc j'ai remis les pendules à l'heure, là. Parce qu'en plus, sur Fougères, c'est un truc... je sais pas qui est-ce qui œuvre à... Je sais que la situation, elle est complexe. Enfin, elle a été complexe parce que là, je lisais dernièrement le bouquin qui est sorti sur la Continentale. Donc c'est une période qui est quand même très curieuse et paradoxale, puisque c'est quasiment une des périodes où le cinéma français a donné quand même quelques chefs-d'œuvre, avec des gens qui étaient loin d'être des collabos en soi. Il y en a même certains qui étaient juifs,
même s'il tournait sous Jean-Paul Le Chanois, il tourne pour la Continentale, alors qu'il il est d'origine juive. Franju et Langlois, alors évidemment, ce qu'on leur reproche, c'est la fameuse histoire de leur relation avec, comment il s'appelait, Henzel, donc qui était le directeur de la FIAF, mais qui lui aussi est quand même paradoxal, puisqu'il va privilégier avant tout le cinéma, puisque tous ces films dont il est un peu missionné pour les ramener en Allemagne, il va pas les ramener forcément. Et d'un autre côté, Langlois et Franju, eux, ils vont être aux premières loges d'être informés sur les éventuels départs de films, et ils vont commencer à faire des espèces de jonglage avec des boîtes en changeant des étiquettes. Enfin bon, donc il y a un tas de films qui vont être sauvés du truc, ou d'autres qui vont partir en Allemagne, mais à la grande surprise sans doute de ceux qui ouvriront la boîte, ce ne sera pas les copies. Voilà. Donc ça, c'est leur truc. En même temps, j'imagine mal Grimaud être ami avec un collabo. D'ailleurs, Franju ne sera jamais inquiété sur ce truc-là. Je pense qu'il y a enfin, je veux dire, ils auraient fait la même chose avec des tableaux de maître, avec des œuvres, je sais pas quoi. Je pense, à l'époque, le cinéma n'a pas vraiment une grande valeur pour beaucoup de gens. Hein. Et d'ailleurs, si je ramène le truc à Fougère, le cinéma, ça a toujours été... moi, je sais bien que je suis toujours l'artisan des causes difficiles, là, mais voilà, on n'a jamais touché de subvention. Le cinéma, c'était bassement commercial. Donc, tu vois, c'était hors de question d'aider... Donc, c'est comme ça que nous, on a privilégié, effectivement, de programmer directement une salle en arrêt essai. Et ben, en jouant sur les... Tu vois, donc il y avait les gros films qui payaient les petits, puis voilà, et en demandant rien jamais à personne. Donc ça a quand même permis à Fougère de relancer le ciné et de le faire sans aucune subvention, sans rien du tout. Donc Franju, si tu veux, il a souffert sûrement de cette histoire-là, il a souffert de plein d'autres choses, il a souffert du fait que la majorité de ses films ont été cotés par l'Office catholique, toujours dans des cotes assez élevées, hein, qui le rendaient à voir avec beaucoup de précautions, ou même à proscrire carrément, parce qu'il y avait une bonne sœur qui se déshabillait dans Judex, ou parce qu'il y avait un curé qui avait la main un peu... lourde là, dans tel autre truc, ou qui donnait une image de... Voilà. Donc, il y a sûrement eu ça. Il y a d'autres raisons aussi, c'est que c'est pas un cinéaste qui a forcément... ou tout au moins qui a été connu d'abord par ses courts-métrages. Donc les courts-métrages, ça n'a jamais été vraiment aux premières loges de la consommation cinématographique en France. Donc voilà, je crois que ce qui résume bien cette histoire-là, c'est Franju qui rêve de faire Fantomas et qui trouvera pas de producteur, et Fantomas terminera entre Jean Marais et Louis de Funès, quoi. Donc je crois que ça résume pas mal de choses. Mais Fougère, c'est en même temps, c'est symbolique d'un certain état d'esprit fougérais, quoi. Parce que Guéhenno, ils ont mis beaucoup de temps à l'accepter. Pourtant, lui, il était fils d'ouvrier, et tout le truc. Bon, Juliette Drouet, c'était la pute de Victor Hugo. Et encore, quand il s'est agi de nommer la salle Juliette Drouet, il y en a qui se sont élevés contre ce truc-là. Enfin, il y a un vieux fond, alors peut-être justement pour reprendre ce que tu disais sur la chrétienté, il y a aussi une chrétienté, alors qui parfois a pu être humaniste, mais qui est de la vieille école, quoi. Et puis de l'autre côté, il y avait effectivement quelque chose qui était aussi de la chrétienté, mais qui
parce que les syndicats à Fougères, Bridel, c'est le syndicat, c'était quand même nettement de gauche. Et puis c'est la CFTC, donc il y avait Corps Chrétien, mais la CFDT, elle vient... Voilà, donc elle est aussi dans cette mouvance des cathos de gauche. Le PSU, tout ça, c'était... voilà, sur Fougères, ça avait une certaine importance. Et même Faucheux, il a été candidat PSU à côté de Fougères, là. Et là, à l'époque, il avait fait, je sais pas, 25% de... Voilà. Donc, voilà. Donc, Franju, forcément, c'est pas le gars que t'accueilles simplement, quoi. Hein, voilà. Et en même temps, Franju, tu vois, moi, parce que tout ça, ça m'amène à potasser pas mal de trucs autour de lui. Et j'ai découvert dernièrement, et sans doute que ça explique aussi son amitié avec Paul Grimaud, parce que quand je parlais de cette notion d'humilité, là, des vrais grands, quoi, tu vois. Et Grimaud et lui partageaient un truc, c'est que ni l'un ni l'autre n'était formé à devenir metteur en scène, tu vois. Donc Grimaud, lui, il était dans la pub, quoi. On trouve des vieilles pubs de Grimaud avec Prévert. Enfin, tu me diras, bon, c'était de la pub un peu haut de gamme, enfin tout au moins qui avait des grandes signatures, mais c'est un mec qui, voilà, il s'est mis au cinéma, à faire ses trucs d'animation, comme Franju, pareil, hein, je veux dire, lui il était plus voué à être un historien du cinéma, enfin il connaissait très bien tout l'univers du cinéma muet, bon, Lang, tous ces gens-là, et voilà, il se retrouve à faire du cinéma, et à faire des choses quand même, voilà, le sang des bêtes, démarrer par ça, c'est quand même pas rien. Donc voilà, et on est encore dans cette, tu vois, dans tous ces gens, les Rennais, et même Prévert, tout ça, les surréalistes, enfin tout le monde est, voilà. Donc c'est des gens en même temps qui ont été des grands cinéastes. Grimaud, c'est pas rien, c'est aussi le premier qui sort l'animation du côté infantile, quoi. Voilà, il traite de thèmes, voilà, et en même temps, c'est des mecs qui ont vécu complètement. Franju, je pense aussi, c'est un mec qui a jamais fréquenté les milieux du cinéma. Il disait, aller bouffer avec des critiques, mais qu'est-ce que j'irais foutre? Moi, on fait pas le même métier, qu'est-ce que j'ai. Tu vois, il était pas d'un milieu. Et Grimaud, c'était pareil. Moi, quand on reçoit Grimaud à Fougères, alors pour le coup, toi, je vois un mec qui correspond un peu à tout ce que j'ai décrit là, tu vois, qui a cette culture, et je dirais même cette culture ouvrière, parce que le groupe Octobre, tout ça, on est en plein dans la culture du Front populaire. Donc, tu vois, et je vois un mec, mais d'une simplicité, tu vois, quand tu te dis, moi j'étais complètement impressionné, quoi, par ce monsieur là qui te raconte des trucs, tu vois, mais qui est d'une voilà, et je me retrouve là dans une salle au drapeau à Fougères à regarder Le Roi et l'Oiseau. Alors moi qui supportais jamais que des gens parlent dans la salle, avec Grimaud à côté de moi, en train de me raconter des trucs, tu vois, puisqu'il avait récupéré sa copie après de nombreuses années de lutte là, et donc il avait refait certaines séquences, d'autres pas, enfin, et il m'expliquait tout ça, tu vois, enfin bon, moi j'étais complètement voilà, et qu'on emmène voir dans un collège là, des gosses qui avaient fait du cinéma d'animation, et qui leur dit, ben, s'il y a quelqu'un là, de vos enseignants qui monte à Paris, venez à mon studio, je vous donne tous mes restes de peinture du Roi et l'Oiseau, comme ça vous pourrez faire des trucs et tout. Enfin, tu vois, et moi je le ramène au train à Rennes, où pendant, il me raconte ses virées à Foire du Trône avec Jacques Prévert et Robert Doisneau et tout ça, toi. Et maintenant que je connais mieux Franju, c'était un mec comme ça, quoi. Parce que il peut donner l'apparence d'avoir la dent dure avec les curés, avec toutes les institutions autres. Et en même temps, l'unanimité est faite sur c'est un mec d'une gentillesse pas possible. Et qui était effectivement un mec aussi douloureux, parce que c'est un mec, un grand angoissé, qui va gérer ça avec l'alcool, très souvent, et tout ça. Donc,
Voilà. Mais je trouve que il est aussi de cette forme de culture, là, tu vois. Et moi, les personnes, j'allais dire les grands hommes ou les grandes femmes, mais ça a toujours été des gens qui ont été dans ce dispositif-là, tu vois, qui pour moi avait émergé de l'histoire de la guitare, quoi. Tu vois, c'était, voilà, ces gens-là, ils ont fait des choses importantes, ils ont été mais ils sont toujours restés, tu vois, dans cette espèce d'humilité de partage du truc. Je suis sûr qu'un mec comme Ken Loach, tu vois, quand je l'entends qu'il dit, oh, moi, le cinéma, moi, je préfère aller voir des matchs de foot, voilà. Et qu'en Franju, l'histoire de la nouvelle vague, là, voilà, on essaye de le coller là-dedans, il se retrouve pas du tout avec ces petits jeunes bourgeois là qui font du cinoche, qui vont bouffer avec les producteurs, avec machin, et qui, tu vois, qui touchent les héritages de à un moment pour faire leur film. Donc voilà. Donc tout ça, c'est curieux, quoi. Donc Fougère, c'est sûr que ça m'énerve toujours d'entendre tout ça sur Franju, parce que je pense qu'ils ont raté un rendez-vous. En plus, aujourd'hui, ils sont ridicules, quoi. Tu vois, avoir délaissé Franju pendant un siècle. Enfin, un peu moins, parce que là, je compte son année de naissance, mais voilà. Et quand je vois cette brave dame, là, qui tout d'un coup essaye de faire de la gonflette autour de ça,